Silence plateau, moteur, action, ça tourne. Bernard Werber, bonjour. Bonjour. Enchanté de vous rencontrer grâce à Florence, une amie de longue date. Oui. Oui, commune, alors, mais on ne se connaît pas. Voilà. Et je vois dans votre œil gauche, et peut-être même l'œil droit, une certaine inquiétude quand vous me regardez. Mais tranquillisez-vous, non, ça va. Bon. Nous sommes chez vous, merci de cet accès dans ce antre de la création, car il y a peinture, il y a bien entendu écriture. Je suis désolé. Mais non, c'est bien, c'est symbolique tout ça. On a déjà vu sur Internet, il y a déjà eu deux, trois petites émissions qui montraient ce que vous faites. Vous êtes un créateur né. Je sais pas, en fait, ce que je suis, c'est les autres qui me disent ce que je suis, mais en tout cas, si je fais un livre et qu'il est publié, mon éditeur me dit que je suis un écrivain. Si les lecteurs achètent le livre, ça veut dire qu'ils me confirment dans cette voie. Si je fais un tableau et que ça intéresse les gens, je deviens peintre. Mais de toute façon, je ne les montre pas mes tableaux parce que je crois... Je crois pas que je sois un peintre né, en tout cas. Mais en tout cas, si j'ai la possibilité de créer, je le fais. Mais je crois que je fais que poursuivre... En fait, l'éducation des enfants, c'est les enfants, on leur met un stylo, on leur met un feutre, et puis ils peignent. Puis après, au bout d'un moment, ils se disent, c'est des activités d'enfant, donc ils s'arrêtent. Moi, je continue à être un enfant, et donc quand j'ai la possibilité de peindre, je peins. J'ai la possibilité de faire la musique, je fais la musique. Quand j'ai la possibilité de faire des films, je fais des films. Et quand j'ai la possibilité de raconter des histoires, vu qu'on m'en a raconté beaucoup quand j'étais petit, je continue d'en raconter. En fait, je crois que toute structure vivante, notamment les plantes, si on ne les empêche pas de pousser, elles lancent des branches un peu partout. Ce qu'il y a, c'est que ce qui nous retient souvent, c'est les parents, les professeurs, le système économique, le regard des autres, la peur d'être ridicule, la peur de sembler maladroit. On s'enferme soi-même. Voilà. Et les autres, on s'auto-limite. Ouais. Mais moi, alors peut-être que je n'étais pas assez intelligent pour être auto-limité. C'est-à-dire quand on m'a mis les limites, j'ai contourné. J'ai tout le temps contourné. C'est dangereux ça quand on conduit. Vous savez conduire? Je conduis très doucement parce que pour moi, la voiture, c'est pas un objet qui me permet... Enfin, aller vite ne présente aucun intérêt. Pour moi, conduire, ça veut dire regarder ce qu'il y a autour, à la limite écouter de la musique. Mais c'est pas la voiture en tant que telle ne m'intéresse pas comme objet de fascination du moteur. Donc j'ai une Smart. C'est pas vrai, voilà qui démarre très fort. J'ai une Smart et puis j'ai pris la Smart parce qu'on peut la garer. Mais vous suivez quand même les codes de la route. Oui. Le rouge, je m'arrête. Les codes de la société, vous voyez l'analogie. Oui, mais c'est pour une raison précise, c'est parce que j'ai envie aussi d'éviter un accident. Voilà. Mais je suis les codes même dans ma création artistique parce que je ne veux pas non plus heurter les autres et que je n'ai pas envie que ma création crée de la violence. Vous voyez, si je conduisais mal, ça crée de la violence sur la route. Et quelle création pourrait engendrer de la violence? Par exemple, si je faisais... Je vois certains amis qui font de la littérature de thriller dans lequel ils mettent des tueurs en valeur et dans lequel ils montrent que le fait qu'ils coupent les gens en morceaux, ça peut être une activité comme une autre. Pour moi, ça n'a pas l'air du tout anodin. C'est ce genre de limite que je me fixe. Ça peut influencer tes lecteurs de lire des scènes de meurtre, ça pourrait influencer... Je crois que quand on fait de la violence gratuite, les gens sensibles vont se mettre à en rêver, et après, dès le moment où ils vont en rêver, ils vont s'imprégner l'imaginaire d'images trauma. Donc, je crois que c'est pas anodin de montrer des horreurs. Je crois que c'est pas anodin d'aller au cinéma pour voir des images chocs. C'est comme si on avait besoin d'avoir tous les plats épicés, de mettre beaucoup de harissa, beaucoup de moutarde et beaucoup de poivre. Mais à mon avis, si le plat a besoin de beaucoup de violence ou beaucoup de harissa, ça veut dire que tel quel, le goût ne suffit pas. Après, on peut penser aussi qu'une œuvre littéraire ou cinématographique, ça permet de défouler, de voir de la violence sur l'écran, mais de ne pas la représenter, enfin de ne pas agir. Je pense pour l'essentiel des personnes qui sont attirées par la violence, ça peut agir en effet comme catharsis, mais il reste malgré tout des personnes qui vont être fascinées par ça et qui vont y trouver un côté esthétique. Donc c'est pour ça que moi je me suis fixé en tout cas comme auto-limite de ne pas faire l'apologie de la violence, de ne pas faire l'apologie de l'immoralité. Je vais avoir mes héros qui luttent contre des personnages qui ont... Certains démons. Voilà, qui peuvent avoir des démons, qui peuvent avoir des problèmes
des problèmes psychiatriques, par exemple. Mais Mais je m'arrête là. Non, mais on va continuer. Parce que non, mais je veux dire, j'allais dans les actes. Voilà, et puis de même que je me fixe une règle, c'est de ne pas laisser le lecteur déprimé à la fin du livre. Pour moi, le lecteur à la fin du livre, il doit avoir un sourire, il doit être heureux. Donc la fonction de l'art, et que ce soit la peinture, que ce soit la musique, que ce soit... Oui, c'est de rendre celui qui le reçoit détendu, qu'il relativise ses problèmes et qu'il se sente mieux après avoir reçu l'art. L'art déprimant, je sais ça existe, il y a une mode en France, je ne vais pas citer les auteurs, mais qui racontent tout le temps comme ils trouvent ce monde dégueulasse et comme ils ont envie de crever. Ça aussi, c'est une forme de limite que je me fixe. Je ne dois pas... Je dois laisser la personne qui a mis 20 € pour acheter le livre et qui a passé 7 heures à le lire dans un état sympathique et pas dans un état de finalement tout ça ne sert à rien, j'ai plus qu'à me flinguer. Oui, le côté exorcisme, oui, ou alchimie, pareil. De lire des catastrophes, des horreurs, quand on referme le bouquin, on se dit enfin on est de nouveau dans la réalité et ça peut pas exister, ça fait du bien aussi. Au contraire. Bon, d'abord, je laisse cette littérature à d'autres gens qui le font mieux que moi. Par moments, il m'amuse de mettre une scène de combat, je vais dire, ou une scène où mes héros affrontent l'adversité, et je peux faire de l'adversité très dure, mais je ne vais pas me complaire là-dedans. Je ne vais pas faire des scènes de torture, des scènes de tuerie, des scènes de massacre, parce que je crois que ça abîme le lecteur. Et il y a tellement de manières de lui faire des cadeaux et de l'élever. Pourquoi le descendre et lui enfoncer la tête, même si je vois bien ce que vous voulez me dire, c'est-à-dire que du coup il va avoir envie de la relever parce qu'on lui enfonce. Je crois encore plus simple, c'est qu'on le soulève et il découvre le vol, il découvre le plaisir de planer plutôt que chouette, on va lui enfoncer la tête dans la terre et comme ça il va découvrir le plaisir de se relever. Là, comme je le disais au début de l'entretien, vous êtes créateur, vous inventez des choses, vous inventez des personnages, vous êtes axé tel Jules Verne sur les bases scientifiques si vous voulez, mais dans ces cas, si on suit votre discours, il ne faut pas regarder les infos de 20 heures. Ah, mais par exemple dans Miroir de Cassandre ou dans L'Ultime Secret, j'ai des héros qui ont des problèmes parce qu'ils sont fascinés par les actualités en tant que spectacle macabre. Et moi-même, quand je regarde les infos de 20 heures, je me dis, mais attends, on me montre des horreurs et je vais être dans quel état après une fois que ça va être fini. Alors, à la limite, on pourrait montrer des horreurs, mais il faudrait montrer en même temps comment on va s'en sortir ou en même temps les gens qui rééquilibrent ça. C'est le yin et le yang. Il y a deux énergies dans ce bas monde, il y a le noir et le blanc, le féminin et le masculin. Mais si on vous montre que du noir en vous disant « Regardez, le pays est en crise, on va tous crever, la pollution, ça nous fait du mal, quand vous sortez dans la rue, vous risquez de vous faire attaquer et tout », au bout d'un moment, vous éteignez la télé et vous tremblez, vous n'avez plus envie de sortir. Ce qui est normal, n'importe quel être vivant qu'on assaille d'informations négatives, au bout d'un moment, il va se dire... peut-être que le mieux c'est que je mette fin à mes jours, comme ça au moins il n'y aura pas le suspense de penser que tous ces malheurs qu'on m'a annoncés vont m'arriver dessus. Et la peur, c'est aussi un moyen de contrôler. Peut-être qu'il y a peut-être une volonté de susciter la peur chez la population. Je ne sais pas si ça c'est quelque chose. Il faut doser. Mais si on met que de la peur et pas de bonnes nouvelles, ce qui est un peu le cas de nos actualités, c'est-à-dire on a un système où on vous dit les politiciens sont pourris, l'économie ne va pas bien, la guerre est aux frontières, la pollution va tous nous tuer. Bon, au bout d'un moment, comment trouver là-dedans le chemin de lumière ? Donc moi j'aurais aimé des actualités dans lesquelles on me dit, regardez, avec la conquête de l'espace, avec les nouveaux ordinateurs, tout ça, mais on le met plus en valeur et qu'on puisse aussi trouver dans les actualités ce sourire qui me semble nécessaire à la création artistique. J'écoute Mozart, moi ça me fait sourire. J'écoute le Requiem, c'est vrai que ça me fait pleurer, mais en même temps, je vais être bien. Voilà, c'est cette manière d'être bien avec l'art qui me semble intéressante. Vous n'écoutez pas le rap alors Non. J'ai écouté le rap au début pour savoir ce que c'était, mais dans le rap, il n'y a pas assez de mélodie. J'ai une maman qui était prof de piano qui m'a habitué à écouter tout le temps de belles mélodies. Des mots. Donc il y a des morceaux qui durent 7 minutes, je ne suis pas trop rap. Mais je m'y connais pas en tout, et c'est en effet, c'est un domaine... J'ai tellement de plaisir dans le rock progressif que ça arrive à combler mon univers sonore. D'accord.
je fais des petites entourloupes dans le hard rock et dans la musique un peu techno répétitive, mais je crois que le rap correspond à une colère et voilà, l'art colérique me semble un peu fatigant à la longue. Il a le mérite d'exister, mais tout le temps, c'est comme si vous avez un voisin qui n'arrête pas de râler. Au bout d'un moment, vous avez envie de lui dire, bon bah écoute, je t'offrirai des fleurs, je t'offrirai des chocolats, détends-toi un peu. On a tous des amis qui n'arrêtent pas de râler. Au bout d'un moment, on n'a plus envie de les fréquenter. Alors maintenant, un art qui soit de la littérature où les gens crient leur angoisse, une musique dans laquelle les gens crient leur colère, et des formes d'art dans lesquelles on balance de la violence pour celui qui le reçoit, je conçois que ça puisse exister, mais en tout cas, au bout d'un moment, ça va être limité. On va pas pouvoir aller très loin là-dedans. Léonard de Vinci, c'est pas angoissant. Ça a traversé le temps. Jules Verne, ça finit bien. Ça a traversé le temps. Mozart, c'est pas angoissant. Tintin, ça traverse le temps, Tintin. Alors... Vous avez un problème avec Tintin. Ouais. Étant petit, il y a eu... Alors, non, il y a un truc... Non, mais c'est vrai, tout le monde est fan de Tintin, je ne suis pas fan de Tintin. C'est Milou c'est Capitaine Non, Haddock. il y a un truc qui me gêne dans Tintin, c'est le côté asexué du bonhomme. Ah. C'est-à-dire que cette personne qui n'est pas mariée, qui n'a pas de vie, qui est tout le temps en suspens comme ça me semble une vision... bizarre. Enfin, j'ai toujours trouvé ce personnage suspect. C'est marrant, je vous écoute, je vous découvre en tant qu'être humain, parce que à travers le prisme de la caméra ou de la radio, ou même des CD, je voulais en parler parce que j'ai tout écouté. Ah, non, très bien, parfait, Radio France et Elina. Très bien, Les Grandes Heures de Bernard Werber, Les Veilleurs, c'est un beau titre. Et quand on vous écoute, on entend une voix simple, douce. On sent le zazen en vous, voilà. Bon, mais... C'est marrant que vous me racontez ça, parce que depuis aujourd'hui, en fait, depuis le déjeuner que j'ai eu aujourd'hui avec un ami, je me dis, il faudrait que je travaille ma voix. Et je suis conscient que ma voix n'est pas au point par rapport à ce que j'ai envie de dire. Mais en tout cas, c'est très non-violent. Ça fait une voix très non-violente, très calme. Vous pouvez casser avec les mots, mais avec une intonation comme vous avez, c'est parfait. Changez rien, Bernard. Si je vais vous dire ce qui ne va pas dans ma voix, c'est que j'ai tellement envie de convaincre que je suis un tout petit peu véhément et je ne laisse pas les espaces vides passer de respiration. Donc c'est ma propre analyse que je fais maintenant, depuis aujourd'hui. Et maintenant, si je pouvais apprendre peut-être à laisser plus de respiration, je vais essayer tout de suite, là, on va le faire en direct, ça va être la première. Vous avez peur de me faire couper, c'est ça? Parce que moi je suis le roi pour couper. D'habitude j'ai peur de me faire couper et j'ai peur de ne pas dire tout ce que j'ai envie de dire parce qu'on va me faire des signes style attends, on n'a pas le temps. Donc j'ai tellement l'habitude qu'on me fait signe vite, que du coup j'ai tendance à parler trop vite. Donc voilà. Et c'est le flux aussi, je pense que tu as une pensée très rapide, que dans l'écriture c'est peut-être plus facile de la transcrire parce que tu vas très vite, tu tapes très vite. La parole, est-ce que tu n'as pas un peu peur de rater des idées Alors maintenant c'est une autre de mes inquiétudes, c'est que j'ai en effet peur d'oublier une idée au moment où elle arrive, donc je me précipite dans le fait de l'évacuer pour me dire ok, on peut recréer quelque chose de nouveau et cette manière de communiquer maintenant m'est devenue tellement habituelle que je m'aperçois qu'il va falloir que j'y repense et que je maîtrise ça, enfin en tout cas déjà que j'arrive à ne plus avoir peur du silence dans les dialogues et que je me dise ok, je suis pas obligé de répondre tout de suite. Dès qu'on me pose une question, je peux prendre un temps pour regarder la personne dans les yeux. Mais ça date d'aujourd'hui, cette pensée. On va faire une tentative. Une sorte de vacuité aussi, pour laisser l'idée germer. On va faire une tentative, on fait un silence. C'est pas qu'un silence, c'est pas qu'un silence, c'est un regard. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le son, il y a l'image. Ah oui, non, là. Parce que vous faites un silence, on fait un silence. Donc je me chope l'énergie du regard et là à ce moment-là votre regard devient en soi une phrase. Oui, peut-être qu'en fait j'y arrive pas. Bon, en tout cas on sent le non-violent en vous. Je termine sur cette conversation parce que c'était pas celle qui était prévue, ça tombe bien, remarquez, c'est toujours bien, sur le côté qui pourrait être négatif de lire des horreurs, d'aller voir des films d'horreur, de regarder la télé. Je mets la télé de côté parce que bon, c'est une certaine réalité. Bon, la caméra est toujours à un angle, donc on voit pas la totalité, puis on nous vend ce qu'ils veulent, mais il y a quand même
faut se tenir informé, on est bien obligé. Mais c'est bizarre quand je vous écoute, y compris pour Tintin, que je ne veux pas défendre absolument, mais vous me donnez l'impression de ne pas dissocier la réalité de l'imaginaire. Parce que finalement, un film d'horreur ou un Tintin qui est asexué, qu'est-ce que ça peut me faire? Je sais que je suis dans l'imaginaire. Alors attendez, d'abord, vous savez que vous êtes dans l'imaginaire? Vous savez quand vous y êtes et quand vous êtes dans le réel? Oui, quand je peux tourner les pages et les reprendre, donc être dans le futur comme dans le passé, oui. Alors vous avez bien de la chance. En effet, pour moi, la frontière imaginaire et réelle est beaucoup plus floue que pour la plupart des gens, mais parce que je suis conscient que ce monde tel que je le reçois est une interprétation de votre cerveau, de mon cerveau, et que entre ce que je crois percevoir et ce qui se passe réellement, il y a une petite nuance. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis dans un de mes livres, entre ce que j'ai envie de dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous croyez entendre, ce que vous entendez, il y a des manières, il y a des raisons qu'on n'arrive pas à se comprendre. C'est exactement ce que je perçois par rapport au réel. Je vais vous dire, là, l'image que j'ai de vous et votre voix est une interprétation personnelle. D'accord, que vous ayez des doutes sur le réel, d'accord. Ah non, que le réel est déformé en permanence, et même, je vais vous dire, je ne suis pas sûr que cette scène existe. Ça se peut très bien que je suis en train de la rêver. Tout à fait d'accord. Et je voudrais bien savoir la preuve qu'on peut avoir, à quel moment on peut dire... On peut penser. Ah oui, ça peut être dans le rêve aussi. Ça peut être dans le rêve aussi. Et il y a une phrase qui est dans un de mes tableaux, je crois qu'il n'est pas là, il doit être là-bas, c'est la réalité est ce qui continue d'exister lorsqu'on cesse d'y croire. C'est-à-dire, je crois qu'on est au milieu de croyances. Donc ce que vous appelez le réel, c'est votre croyance dans laquelle vous êtes prêt à vous engager en disant ce n'est pas qu'une croyance, c'est du réel. C'est une forme de croyance tellement poussée que vous avez l'impression que c'est du réel. Et c'est pour ça que la foi en Dieu peut amener les gens à se tuer, puisque ça veut dire qu'ils considèrent que l'existence de Dieu est plus déterminante que ce que leur offre leur sens. Parce qu'ils n'ont pas vu Dieu. Ils vont se tuer pour quelque chose qu'ils n'ont pas vu. Donc ça veut dire... Certains l'ont vu. Alors on n'a pas d'image même sur YouTube de Dieu. Mais là justement c'est irréel YouTube par contre. Donc... oui, YouTube est irréel, certes. Ce que je veux vous dire, c'est que la limite entre l'imaginaire et le réel, moi je n'ai pas de détecteur qui me dit à partir de là vous êtes dans l'illusion, à partir de là vous êtes dans la réalité. Quand il y aura un détecteur Gégère de réalité et d'illusion, on pourra en reparler. Mais c'est bien ce que je dis, vous avez un problème entre l'imaginaire et le réel, oui. Il n'y a pas de frontière. Mais nous avons tous ce problème. Non. La seule différence, c'est que j'en ai conscience. Vous vivez dans l'illusion qu'il y a une différence entre le réel et l'illusion. Et moi, juste en tant qu'auteur et en positionnant à l'extérieur du monde, ce que je fais en écrivant, je m'aperçois que non, c'est pas si simple. Et qu'il se peut que tout ce que je vois ici soit une convention. C'est pour ça que j'ai adoré le film The Truman Show. Ça me parle. C'est un monde... Un type s'aperçoit tout d'un coup que tout ce qu'il y a autour de lui est fake. Oui. Mais, et au-delà du réel, non, ça vous a pas plu? Si, mais j'imagine très bien que tout ce qui m'est arrivé depuis le début de ma naissance n'est qu'un spectacle organisé par des personnes pour voir comment je réagis. Et je suis dans un grand jeu. Et si cette expérience m'était prouvée, je me dirais, ah ouais, c'était l'une de mes intuitions qui révélait. Et j'ai découvert un auteur qui m'a entretenu là-dedans, qui est Philippe Cadic. Et Philippe Cadic m'a vraiment appris à douter de tout, mais douter joyeusement, c'est-à-dire pas douter dans le style angoisse existentielle, mais douter en se disant, c'est comme ça se peut que ça soit le réel, ces gens, ça se peut qu'ils existent, mais ça se peut que ça soit autrement, et il n'y a rien dans lequel on m'a signifié, ça c'est sûr, qui soit vraiment certain. C'est pour ça aussi, par exemple, dans Les Fourmis, j'ai tout le temps fait revenir ce petit refrain qui est 1 + 1 = 3, qui veut dire, on vous a toujours dit que 1 + 1 = 2, mais on peut vous prouver que 1 + 1 = 3, ce qui veut dire que même cette réalité est contestable. Oui. Et 1 + 1 pour moi c'est 11. Oui aussi, oui. Mais j'ai trouvé scientifiquement la démonstration que 1 + 1 = 3, c'était dans mon centre d'astronomie à l'époque, je faisais des clubs d'astronomie, et à un moment il y a un des astronomes qui m'a dit, tu sais Bernard, les mathématiques c'est pas une science exacte, mais en tout cas je vais te faire la démonstration qu'un + 1 = 3. Et il m'a fait la démonstration et je l'ai mis dans la Révolution des fourmis. J'ai eu un énorme courrier, je crois que sur YouTube ce qui reste c'est surtout cette démonstration d'1 + 1 = 3. Et pourquoi 1 + 1 = 3 ? Parce que on utilise la division par 0.
C'est-à-dire, ce qui permet 1 plus 1 égale 3, c'est un moment dans l'équation, on introduit la division par 0, ce qui est interdit. Mais pourquoi la division par 0 est interdite? C'est qu'une convention entre les hommes. C'est comme la quadrature du cercle. Voilà. C'est-à-dire que la quadrature du cercle. C'est pas la même R entre un carré et un cercle. Ce que nous voyons, ce que nous recevons est une convention. Pourquoi quand vous lisez un de mes livres, il y a des images qui vont apparaître? Parce que vous avez décidé que ce petit dessin, cette lettre j'allais dire, ce petit dessin à côté, tout ça, font apparaître le mot pyramide. Pyramide égale l'objet. Et tout ça est instantané, ce n'est qu'un mécanisme cérébral, mais on pourrait très bien vous dire pyramide, c'est une forme bien ronde. Oui. Et à ce moment-là, le mot pyramide, ces petits dessins voyés dans le livre, change de sens. Et qui va pouvoir dire une pyramide, non, c'est pas une sphère. Une pyramide, c'est triangulaire. Vous en avez des preuves? Oui, la caille en Égypte. Et ça va encore plus loin, parce que quand on lit chacun pyramide, moi je peux voir une pyramide en verre, quelqu'un va peut-être imaginer une pyramide. En plus, chacun a sa propre perception de la pyramide, donc ça va encore plus loin que mais nous, en tant le simple mot. On en joue. Par exemple, si je dis il avait devant lui un spectacle magnifique. C'est ouvert. Tout le monde va imaginer son spectacle. C'est-à-dire que là, j'utilise la capacité de création d'illusion du spectateur. Je dis il n'avait jamais vu une femme aussi belle. Tout d'un coup, pour certains, ça va être une blonde, pour d'autres, ça va être une brune, pour certains, ça va être maigre, pour d'autres, elle va être grosse. Donc, à ce moment-là, je renvoie à une subjectivité. Ce que je suis en train de dire, c'est, nous, romanciers, nous jouons avec la subjectivité du lecteur en lui proposant des mots qui correspondent à des images. Mais le monde entier fonctionne dans une subjectivité, et nous sommes dans un roman, nous sommes dans une histoire. Après, il y a certains qui disent « Ah ouais, mais... non, c'est du réel. J'ai envie de leur dire, prouvez-le-moi. À quel moment vous pourrez prouver? Je me rappelle le roman Ubik. Non, je me rappelle dans Ubik, je vais vous dire de Dick, ça commence avec un héros qui croit qu'il est vivant alors qu'il est mort. J'allais vous dire ça. Finalement, on s'aperçoit du réel ou pas une fois qu'on est mort. Et qu'est-ce qui pourra vous signaler que vous êtes mort? Ça y est, il y a des gens qui sont réveillés dans des cercueils. Il y a aussi autre chose, c'est que, par exemple, la mort dans les pays anglo-saxons et la mort dans les pays latins n'est pas la même. Donc, chez certains, c'est le cœur, chez d'autres, c'est le cerveau. Donc, il y en a qui sont vivants par rapport à une culture, ce qui montre bien que c'est une convention, et d'autres qui sont morts par rapport à une autre culture. Je vois que vous avez travaillé le sujet avec les Thanatolotes, c'était obligé, oui. Voilà, mais tout ça pour vous dire, comment se fait-il que quelque chose qui est aussi évident, être vivant ou être mort, c'est une convention culturelle. Au Japon, vous êtes mort, et en France, vous allez être vivant. Ça dépend des médecines. Toutes les conventions. Des conventions médicales. Il y a des époques où la mort n'était même pas au moment où le cœur s'arrêtait. Enfin, après, c'est vrai que c'est complexe. La mort, c'est complexe. On est en 2014. Je crois qu'on n'a pas encore de définition réellement objective, incontestable de ce qu'est la mort. Et je vais même aller plus loin. Je pense que dans le futur, on va parler d'autre chose qui va être la mort de l'âme. C'est-à-dire, alors bon zut, ça m'embête ça. C'est-à-dire, il y a la mort du cœur, la mort du cerveau. Mais elle ne meurt pas l'âme. Alors voilà. Attends, malheureuse. Et dans ce cas, on va revenir à cette phrase de Lavoisier, rien ne meurt, rien ne se crée, tout se transforme. Et je crois réellement que nous sommes, d'une certaine manière, une certaine dimension immortelle, de la même manière que 1 plus 1 égale 3, c'est une convention entre les hommes. Il suffit de changer la caméra, de changer l'axe, on va voir autre chose. Et pourtant, c'est le même monde. Vous savez, il y a ce conte indien des 3 aveugles qui arrivent devant un éléphant. Il y en a un et les 3 reviennent, on leur demande c'est comment un éléphant. Donc celui qui a touché la trompe, il dit c'est tubulaire et mou et il y a des trous. Et l'autre, celui qui a touché les pattes, il dit c'est des sortes de grands arbres rugueux. Et celui qui a touché la queue, il dit non, c'est un petit truc avec des poils au bout. Et les 3 ont dit la vérité. C'est juste 3 subjectivités par rapport à un événement qui est l'existence de l'éléphant. Et ce qui se passe actuellement, ce que nous vivons, c'est 3 subjectivités. Nous utilisons des mots qui nous semblent correspondre à la même chose. Et moi, je vous dis, ce ne sont que des conventions. Oui, on arrive à vous comprendre quand même. Vous parlez vite. Au bout d'un moment, oui, c'est vrai, merde. Mais on arrive à vous comprendre. Grâce aux conventions, on comprend. Le raisonnement continue grâce aux conventions. Les mots, c'est une convention qui nous permet de dialoguer. Mais qu'on soit un hologramme, je veux bien le concevoir, que l'univers soit un hologramme avec différentes facettes, telles les abeilles ou les fourmis, on pourrait percevoir l'univers, d'accord. Mais alors, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que l'âme est immortelle ou pas? Parce que vous commencez à parler de la mort de l'âme. Vous avez fait peur sur ce coup-là. Non, ce que je suis en train de vous dire, d'abord,
c'est que la mort n'existe peut-être pas, ce ne c'est qu'une transformation de type physique, énergétique, voilà. La question c'est, est-ce que je crois à la mort de l'âme, c'est ça ? C'est ce que vous aviez laissé supposer. Ce que j'ai dit, c'est qu'il y aura un moment, il faudra définir d'autres formes de disparition de l'être, en dehors du cerveau et du cœur, qui pourra être peut-être la mort, mais sous le sens de mutation c'est mieux, ça. De l'âme. Le départ de l'âme. C'est ça ? L'hiver. Alors je vais chercher le bon terme. L'hiver de l'âme. Aujourd'hui, je réfléchissais pour une nouvelle sur les feuilles. J'ai fait une conférence à Strasbourg, et à un moment, quelqu'un qui me dit « Est-ce que vous avez peur de la fin du monde ? Est-ce que vous avez peur de l'apocalypse ?» Et je dis « J'ai peur de l'apocalypse, de la fin du monde, comme une feuille a peur de l'hiver. » C'est-à-dire que le fait d'avoir peur ne change rien, et puis la fonction des feuilles, c'est de tomber. Donc le fait que les feuilles, tout d'un coup, s'affolent, on va tomber, ok, c'est grave pour les feuilles, mais c'est pas grave pour l'arbre. Et il y a autre chose qui survit, qui est l'arbre, qui va redonner d'autres feuilles après. Donc l'humanité, même si elle a des problèmes, moi, même si je meurs, même si vous mourrez, même si nous mourrons tous, il y a autre chose qui va survivre, qui est, mais ça je le sens intuitivement, peut-être en tant qu'artiste, qui est de l'ordre de l'impalpable et qui est plus fort que la matière. Bon, c'est la vie qui continue. Ah oui, le mot vie est le bon... J'ai bon là-dessus, j'ai bon. Oh, j'ai bon. Non, j'essaie de trouver la meilleure subjectivité pour définir cette entité-là, mais la notion de vie, en tout cas, a priori, nous l'expérimentons. On le voit partout. Dans le béton, on voit toujours une petite plante qui pousse, et quoi qu'il se passe, il y a la vie partout, toujours. C'est exactement, c'est la très bonne image, c'est-à-dire que la vie, contrairement à Dieu, est quelque chose qu'on peut expérimenter et voir d'une manière fortement probable. Et donc Bernard Werber, excusez-moi, mais alors là ça va plus du tout. Et pourquoi Dieu ne serait pas la vie, puisqu'il a été le créateur de toutes choses ? C'est qu'une convention entre les hommes. S'il y a des gens qui veulent appeler la vie Dieu, c'est eux qui font l'association. Oui. Mais la vision... C'est pas notre Dieu. Non, la vision du Dieu géant, du Dieu paternel, du Dieu de justice, du Dieu qui juge, me semble une vision ancienne, et qui a besoin d'être remplacée par une autre notion, en effet, énergie de vie, ou lumière, ou ki, ou prana, me semblent déjà des notions plus modernes. Mais nous, les dieux, l'idée m'est venue tout simplement parce que je jouais à un jeu informatique dans lequel je fabriquais des mondes et dans lequel je gérais des peuples. Et je me suis dit, imaginons que je sois dans un jeu et qu'il y ait quelque chose, un gosse à l'extérieur, qui fasse la même chose que moi. Qui me prouvera que je ne suis pas dans un jeu vidéo en train de faire ça ? Donc, voilà. Il y a peut-être un grand joueur, mais les pièces que je bougeais dans le jeu n'avaient pas la possibilité de me voir, ni de rentrer en communication avec moi. Et c'est là qu'il y a eu toute la réflexion autour du mystère des dieux, autour du souffle des dieux. C'est-à-dire, imaginons que les pièces du jeu d'échecs virtuel qu'il y a à l'intérieur de mon jeu, c'était Civilisation, on peut la nommer. Donc, imaginons que les petits bonhommes qu'il y a dans Civilisation, qui vers la fin ont commencé à être des milliards, il y en a un qui a la possibilité de me contacter. À partir de là, qu'est-ce que serait cette rencontre ? Et ça serait la même que si nous pouvions accéder à ce Dieu imaginé. Dans le même sens, oui, d'accord. C'est qu'un rapport, c'est-à-dire le rapport que j'ai avec les pièces de mon jeu virtuel sont les mêmes que ceux que nous pourrions avoir avec un Dieu au-dessus. Mais heureusement qu'il y a un mais, dites donc, parce que sinon c'est triste. Pour non, mais ça ne sert à rien de réfléchir à cet autre Dieu, puisque ce qui est intéressant, c'est déjà de constater que la vie ici est de profiter de cette énergie-là qui est palpable. Et donc notre devoir en tant que pièce n'est pas de savoir est-ce qu'il y a un Dieu au-dessus. Notre devoir, c'est de bien jouer la partie. Et de savoir si on est un cheval ou un fou ou la reine. Voilà. Et le terme, c'est de se réaliser. J'ai pas de meilleur terme. Donc il y a une mission. On est tous missionnés sur Terre. Ou pas. Il y a des pièces qui peuvent rien faire. Vous pouvez très bien naître, vous pouvez avoir une terrible maladie et vous mourrez très jeune. Et
vous n'avez pas eu la possibilité de vous réaliser. Est-ce que vous êtes fautif? Non. C'est juste, ça se présente comme ça. Et si je continue sur cette métaphore magnifique, c'est un peu triste, c'est-à-dire qu'on est là pour amuser Dieu. Celui qui joue aux échecs, il s'amuse. Alors après, il y a la fonction du jeu. On est là pour l'amuser. Pour évoluer, non? Expérimenter. Non, la notion d'amuser, non, c'est un choix, c'est peut-être ça. Mais en fait, on ne sait pas pourquoi on est là. Non, je veux dire, on n'est pas des pions pour Dieu. Rassurez-moi. Mais je ne connais pas Dieu. Je vous dis juste que ce rapport que nous avons avec les pièces d'un jeu virtuel pourrait être le même. Maintenant, je n'ai pas de certitude, je n'ai pas fait l'expérimentation de la sortie du jeu. Moi, je vous crois tout de suite, ça pourrait. J'ai une jolie phrase de Gödel qui dit « Pour comprendre un système, il faut s'en extraire ». Donc pour comprendre cette réalité, pour comprendre qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, pour comprendre comment fonctionne ce système, il faudrait pouvoir s'en extraire. Oui. Alors peut-être qu'au moment de la mort, on s'en extrait et on arrive enfin à comprendre, mais tel quel, tant on est vivant, on est dans le jeu, on joue la partie, on peut juste réfléchir sur des hypothèses, ce que je fais dans les romans, on peut proposer au lecteur de réfléchir lui aussi, peut-être de ne pas se contenter de ce monde à 3 dimensions dans lequel on lui dit qu'il est coincé, mais peut-être il peut ouvrir les perspectives. Mais par contre, il ne faut pas se bloquer. C'est-à-dire, dès le moment où quelqu'un dit, voilà, l'hypothèse Dieu est certaine, il se bloque, il se crispe. De même que dire, ce monde n'existe pas, c'est notre crispation. Il faut juste se laisser porter. Par contre, la mission d'un individu au sein d'un système consiste, par rapport aux règles du jeu qu'il voit qui sont proposées, d'essayer de se réaliser. Je n'ai pas d'autre terme. Bernard Werber, c'est le Dalai Lama que j'ai en face de moi. Non, je crois pas que le Dalai Lama va autant dans le délire. L'avantage d'être auteur de science-fiction par rapport c'est que, j'ai pas toutes les hypothèses. Voilà, mon devoir est de poser des questions, mon devoir est de présenter des hypothèses. Après, c'est au lecteur, lui, selon son niveau de sensibilité, de questionnement, sa culture, de rebondir, de trouver ses propres chemins. Alors que le Dalai Lama, lui, il est dans un système qui a déjà été établi par d'autres, donc il n'a pas inventé, et dans lequel il s'inscrit, qui est un système génial, mais qui vaut un autre système à côté. C'était un petit peu perfide de ma part, c'était juste pour savoir quel était votre courant de pensée au niveau des religions, parce que je sais qu'au niveau des religions, vous n'aimez pas trop le côté dogme, et vous préférez la spiritualité. Hein. Agnostique. Vous êtes agnostique, vous posez toujours la question, mais vous n'avez pas une acquaintance avec une religion particulière. Non seulement ça, mais je suis agnostique en tout. Je suis agnostique, y compris en sciences. Et je ne crois pas à une seule certitude scientifique. J'ai bien compris, vous avez bien compris qu'il n'y a pas de réel. Mais agnostique, ça signifie sans connaissance. Donc, n'ayant pas de connaissance, de certitude, tout est possible. Oui. Et si Dieu tout d'un coup débarquait, que c'était un énorme bonhomme de 25 km de haut et qu'il marche comme ça et qu'il ait la grande barbe blanche et la toge et qu'il dise tiens, tu vois, petit con, j'existe, et je dirais ok, autant pour moi, je me suis bourré depuis le début, je pensais que vous n'étiez pas comme ça. Si, force est de reconnaître, vous êtes réellement comme l'ont décrit toutes les religions. Et en plus, vous avez cette barbe blanche superbe. Autant pour moi, je me suis planté. Et maintenant, on ne représente pas Dieu comme ça quand même. Hein. Mais vous n'êtes pas athée. Voilà, vous n'êtes pas fermé, vous êtes ouvert. Non, mais athée, c'est exactement comme croyant. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont dans la certitude. Athée, ils sont en certitude que Dieu n'existe pas. Et croyants, ils sont en certitude que Dieu existe. Mais ça m'a l'air de prétention. Tant qu'il ne s'est pas manifesté en tant que géant de 25 km de haut, pour moi, c'est une hypothèse qui permet de résoudre des problèmes, qui par moments donne du courage, qui par moments donne un sens à la vie. Je respecte complètement ça. Par contre, quand des gens vont forcer d'autres personnes à dire « cette hypothèse, tu dois y croire parce que c'est une certitude », c'est juste une prison de l'esprit. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui vit en prison, qui propose à une autre personne de vivre dans la même prison. Donc les prisons, en général, c'est pas l'endroit où on se réalise. Oui, et si c'est la véritable autoroute, sans feu rouge, sans accident, si c'est vraiment la bonne voie, c'est bien de la poser. Le bon chemin pour aller plus vite, directement pour aller plus à la vite. Destination. Oui, mais alors ça dépend de la destination. En sécurité en plus. En fait, la religion, essentiellement, a été créée pour vaincre la peur de la mort. C'est ce que j'ai découvert encore plus en écrivant Alteratonautes. Et il y a un moment où les gens balisaient tellement un jour que ça s'arrête, que le premier qui a dit « Attends,
Ça s'arrête pas, ça se transforme autrement, on va t'expliquer ce que c'est, mais d'abord fais une prière et fais-nous du fric. Et donc, ou du ton prochain. Ou du ton prochain, ou... et qui repart. Enfin, vit dans un système dogmatique dans lequel on fait tous la même chose, et comme ça, lorsque tous on fera exactement pareil, la solution va jaillir. C'est des prisons de l'esprit. Il faut vraiment accepter qu'on est libre, accepter qu'on est responsable, accepter qu'on est capable de percevoir des choses au-delà des apparences, et accepter l'idée que d'autres gens peuvent avoir d'autres opinions, il faut les respecter, c'est d'autres hypothèses, et pour ma part, j'ai envie d'entendre encore plein de nouvelles hypothèses, j'ai envie de lire plein de livres de science-fiction, j'ai envie d'entendre plein de mystiques et de spiritualistes pour qu'ils me racontent leur vision, et je vais les écouter, et s'il y en a un qui est vraiment très très convaincant, je suis prêt à l'écouter jusqu'au bout. Mais j'en ai écouté déjà beaucoup, et ils m'ont tous nourri. Ils vous ont tous nourri, mais il n'y a pas quand même une petite préférence pour le bouddhisme Alors, il y a des choses que j'aime beaucoup dans le bouddhisme. Il y en a une qui est par exemple lâcher prise, qui est une notion qui consiste à lorsqu'on n'a pas ce qu'on veut, ne pas se crisper, je veux ça, ça c'est le lâcher prise m'a l'air une voie du bonheur. Mais le lâcher prise, ça ne devrait même pas être intégré à une religion. C'est lâcher prise, ça devrait faire partie de l'éducation des enfants. Oui. On devrait leur dire, écoute, tu vas pas avoir le jouet que tu veux parce que c'est déjà le petit gosse qui l'a pris, mais contente-toi du jouet d'à côté, s'il le faut, tu vas voir, il est mieux. C'est un peu ça. Plus l'impermanence des choses. C'est pas mal aussi. Dans le bouddhisme, l'impermanence ou la permanence ? L'impermanence. Alors, la notion de changement, oui, mais qui est enseignée pareil par la nature. Tout à l'heure, on parlait de l'arbre qui bouge selon les saisons. Nous avons nos propres saisons, nous avons forcément notre hiver, nous avons notre printemps, nous avons des moments au-delà de l'âge, nous avons des moments où nous allons rayonner comme le soleil en été, et des moments où il va nous falloir vivre sous des couches de neige, et ça fait partie de l'existence et il faut l'accepter. Alors l'impermanence, le lâcher prise... La vacuité, vous dites par les formes, vous savez qu'est-ce que la vacuité, oui. très important. Alors vas-y, développe. La vacuité, pour que... Comme ça, je me repose un peu la voix. La vacuité, c'est un vide qui finalement n'est pas un vide puisqu'il est plein de potentialités, et que quand on est dans cet état-là, on peut s'ouvrir, justement, tout ce que tu expliques, s'ouvrir aux autres, découvrir des choses, puisqu'on est, vide et plein en même temps. Plein de potentialités. Enfin, c'est un peu comme ça que je le... Après, c'est compliqué, c'est un des... Ça rejoint complètement la notion d'agnostique. Agnostique, ça veut dire que tu as un sac à dos qui n'est pas rempli de cailloux, donc tu peux mettre des choses que tu vas rencontrer dans ton chemin. Mais la vacuité... Alors ensuite, il y a la réincarnation. Alors, la réincarnation, ça me plaît parce que ça ouvre une perspective dans le passé et dans le futur. Ça donne un sens. Ça donne un sens. Ça donne un sens. Ça dit aussi que cette vie, c'est peut-être une vie parmi d'autres vies, et que après tout, on a le droit de la rater, c'est pas grave. C'est pour ça que j'aime bien cette idée. On a le droit de se tromper, et qu'on n'a pas, j'imagine pas le Dieu qui juge, qui tu t'es mal comporté, t'as une mauvaise note, fessé et au coin. Je vois plutôt un Dieu qui nous dit, tu n'as pas compris, reviens et tu vas mieux comprendre la prochaine fois. Mais on va te proposer un autre décor, peut-être un autre pays, un autre sexe, un autre statut social, et peut-être que là tu verras mieux ce que tu n'avais pas vu à la vie précédente. Donc je perçois, pour vous avoir dit que je ne crois pas en Dieu, je perçois, dans l'hypothèse où un Dieu existe, ou un système soit au-dessus, l'idée que ce système n'est pas dans le jugement ni dans la dureté, mais qu'il soit au contraire dans l'aide à l'évolution personnelle. Donc nous sommes là pour évoluer, nous sommes là pour apprendre, nous sommes là pour nous améliorer. En vous écoutant, Bernard Werber, je comprends que pour vous, Dieu est amour. L'hypothèse Dieu, celle que j'intègre, est une hypothèse de Dieu aimant. Parce que j'imagine que si Dieu existe, il est intelligent. Donc s'il est intelligent, il ne peut pas souhaiter du mal à ses créations. Voilà. Enfin, je le sens compatissant. Il y a aussi une autre notion du bouddhisme que j'aime bien, mais qui n'existe pas que dans le bouddhisme, la notion de compassion. Notion que je pourrais utiliser le terme d'empathie, c'est-à-dire la souffrance des autres nous concerne. On est tous frères. On est tous connectés. Frères, on peut se fâcher entre frères et sœurs. On a vu Abel et Caïn,
Ils étaient frères, cela, oui. Donc, ça a mal terminé. Romulus et Rémus aussi. Non, on peut être frère et se détester. Non, la connexion n'est pas familiale. La famille m'a pas l'air un lieu forcément de détente et de. C'est l'endroit où se passe souvent le plus de violence dans la différence générale. Donc, je n'utilise pas. Peut-être des karmas, des choses karmiques à régler dans la famille. Avec la famille. On se refabrique des familles avec les gens qu'on rencontre et qu'on apprécie. Ouais. Et après, il y a cette idée qu'on est connecté. Alors, qu'on est connecté, moi par exemple, j'ai la possibilité de, quand je vois une forêt, de percevoir cette énergie. C'est pour ça que j'habite pas loin de la forêt. Quand je vois des animaux, je perçois leur vibration. C'est pas de l'amour, c'est de la connexion. C'est comme deux ondes qui se rencontrent. Voilà, j'ai pas de. Si, oui, deux ondes, vous savez, dans l'eau, vous mettez avec un doigt dans l'eau, vous mettez un autre doigt dans l'eau, ça fait des ondes, et à un moment, ça crée une interférence. Voilà, je me sens en interférence avec tout ce qui est autour. D'ailleurs, là, vous êtes tous les deux autour de moi, vous mettez des ondes. C'est pour ça que j'avais dit l'interview avec les deux systèmes, ça va être compliqué. On est en harmonie. Mais là, je me perçois en tant que système émettant des ondes et recevant vos ondes, et en plus, on émet avec nos bouches des sons qui vont faire ça et qui vont rediffuser donc vers les gens qui regardent le truc. Et on parle que des bouches en plus. Mais et les yeux et le regard, puisqu'on échange des photons. Ah oui. Mais et les expressions. Vous avez un visage expressif, moi c'est une catastrophe. Florence c'est pareil, donc tout de suite on voit. Vous c'est pas une catastrophe, ce qu'il y a c'est que vous êtes acteur un peu, non? Vous n'êtes pas été acteur? J'aurais dû. Vous devez pas trop tard. Dites donc, est-ce qu'on peut s'interrompre? Oui, on s'interrompt 30 secondes le temps, parce que le temps d'analyser, ah oui, parce que j'ai pas vu réfléchir, le temps passer. Mais c'est parce que le temps n'existe pas. C'est une convention. Et puis on se retrouve dans une deuxième partie, vous êtes d'accord? D'accord, deuxième partie. À la deuxième partie. Clac.